je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer mon bilan lecture et série. Et oui, pour ce bilan lecture, j'intègre aussi mon journal de visionnage du mois précédent, donc là pour le mois de mars. Pour celui-ci, j'ai donc lu 8 romans. Ce sera aussi une manière pour moi de faire le bilan du Cozy Book Challenge qui était organisé par la booktubeuse Rêve ta vie en lecteur. Et du coup, sur 20 points, enfin sur 16 romans, livres à lire, et il y avait 4 points bonus à avoir, j'en ai validé que 8. Voilà, et sur ma pile à lire de départ, je crois que j'en ai lu que 3. Donc il y a eu quand même pas mal de changements. Et côté série, du coup, on y reviendra en deuxième partie de vidéo. Je vous mettrai un timecode si le bilan livre ne vous intéresse pas trop, ou si le bilan série vous intéresse davantage. Bref, je vous mettrai un timecode. Et du coup, pour les séries, j'en ai vu 6. Donc autant j'ai carburé en termes de lecture, autant en termes de séries, je n'ai pas vu grand-chose. Donc oui, j'ai pas mal lu, je suis plutôt contente de mon bilan lecture. Pas mal de coups de cœur, quelques déceptions aussi. Et du coup, je vous propose de commencer tout de suite ce petit bilan, enfin ce grand bilan du coup. Et du coup, j'ai commencé le mois en lisant la librairie Morizaki que j'avais mis dans ma pile à lire pour les challenges saisonniers, les 2 challenges saisonniers auxquels je participe pour le printemps. Et du coup, je l'ai rajouté aussi dans ma palle du Cozy Book Challenge que j'ai glissé dans le menu Disney. Tout le monde peut cuisiner, donc dans le menu Disney, c'était sur la thématique de Ratatouille qu'avait choisi de mettre en avant Rêve ta vie en lecteur. Et du coup, j'y ai lu la librairie Morizaki, qui est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque. C'est de la littérature japonaise, de tout ce qui est de plus cosy. J'ai beaucoup aimé, honnêtement, je l'ai lu en 1 heure, je sais déjà que ça ne sera pas une lecture qui me marquera. C'est vraiment le genre de lecture feel good qui vous fait passer un bon moment, voilà. Mais honnêtement, ça casse pas 3 pintes à canard et je sais déjà que ce sera pas une lecture marquante pour moi. Je ne m'en souviendrai pas, je pense, d'ici la fin de l'année. Ce sera vite oublié, mais voilà, ça m'a fait quand même sur le moment passer du bon temps devant cette lecture. Donc on suit une jeune femme qui apprend que le mec avec qui elle sortait déjà avant avec une autre fille qui lui a demandé de l'épouser en fait, et du coup il va se marier avec cette autre fille et elle va avoir le cœur brisé parce qu'elle était vraiment amoureuse de ce garçon qui ne se rend absolument pas compte du coup qu'il est juste en train de tromper sa fiancée. Et du coup, c'est le cœur brisé que cette jeune femme va rejoindre son oncle qu'elle n'a pas revu depuis des années. Elle sait que c'est très certainement un coup de sa mère qui a téléphoné à son oncle pour essayer de lui remonter le moral, puisque du coup elle a aussi quitté son emploi, puisque c'est un collègue à elle, donc forcément le croiser tous les jours au bureau, c'est pas évident, donc elle avait quitté son emploi. Et du coup, son oncle va lui proposer de le rejoindre dans son petit village, elle qui vient du coup d'une grande ville, pour l'aider à tenir sa librairie. Donc c'est vraiment une toute petite librairie de quartier. Et elle, la littérature, elle y connaît absolument rien, mais elle va quand même accepter, elle va se dire pourquoi pas. Et ce sera aussi l'occasion de revoir un oncle avec lequel elle s'entendait plutôt bien quand elle était enfant. Mais c'est un oncle qui est très libre en fait dans sa manière de penser, ce qui est très éloigné du coup de la culture japonaise, de l'éducation japonaise qui est la norme au Japon, donc d'avoir un esprit très carré quoi. Et du coup il l'a toujours mis un petit peu mal à l'aise par rapport à cette grande liberté qu'il y a en lui. Et grâce à ça, elle va petit à petit découvrir du coup d'autres manières de penser, faire d'autres rencontres. Du coup, elle va découvrir la vie de petits villages, elle qui vient du coup, comme je disais, du grande ville. Et tout ça, mélangé ensemble, va faire qu'elle va pouvoir passer à autre chose de cette rupture. Et voilà, comme je le disais, ça vous fait passer un bon moment. Moi, personnellement, je sais que c'est une lecture qui ne me marquera pas,
Mais voilà, c'est vraiment sans prise de tête. Moi je l'ai lu en à peine 1 heure, ça se lit vraiment très très vite. Et voilà, si vous cherchez quelque chose de léger, foncez. Ensuite, j'ai lu Creepy Cat, que j'avais mis aussi de base dans mes 2 challenges saisonniers auxquels je participe, mes 2 challenges de lecture saisonniers. Et donc Creepy Cat, c'est un manga écrit par et scénarisé, enfin écrit et illustré par une Thaïlandaise. Et c'est pareil, enfin, j'allais dire mignon, non, c'est pas forcément la thématique de ce manga d'être mignon, mais il y a vraiment des passages qui le sont. Et pareil, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est surtout des pages de style de vie. Il n'y a pas vraiment de suite entre les planches. Il y a certains liens parfois. En fait, on suit une jeune femme un peu renfermée sur elle-même qui va adopter un chat très bizarre. Elle va se rendre compte que ce chat possède plein de capacités spéciales. Donc voilà, c'est juste la colocation entre une jeune femme et un chat bizarre. Et c'est tout un univers assez Tim Burton. C'est pour ça, enfin c'est le côté que j'ai bien aimé en fait, c'est cet univers assez étrange, côté Tim Burton, côté bah oui, what the fuck, ou faut pas se poser trop de questions. Voilà, et de toute manière l'autrice ne répond à aucune question, donc c'est vraiment des petites planches comme ça, toutes sympathiques, entre cette jeune femme et son chat, que pour elle c'est un chat démoniaque du coup, qui a plein de capacités spéciales, mais qui n'est pas non plus méchant. Alors, en soi, il y a quand même certaines planches où le chat n'est vraiment pas net du tout, et où moi, honnêtement, je flipperais à mort d'avoir un chat comme ça. Et vu tout ce qu'il fait, et des fois, ces blagues, si on peut appeler ça des blagues, vont vraiment très très loin. Donc c'est un humour noir, voilà, c'est un humour noir. Et du coup, je vous le conseille, pareil, si vous n'avez rien d'autre sous la main. Le côté original, du coup, c'est que c'est un manga qui n'est pas japonais, mais du coup thaïlandais. Et ça se ressent un petit peu dans la forme, on va dire, du récit. Ensuite, dans le menu jeux vidéo, cette fois, pour la catégorie une tasse de thé, s'il vous plaît. Je sais plus ce que c'était la thématique jeux vidéo pour ce menu-ci. Je vous mettrai la fiche du jeu vidéo en question. Et donc là, j'ai mis La cuisine des sorciers, le tome 2, donc qui est un petit. C'est une série spin-off de l'Atelier des sorciers, où on retrouve les personnages de l'Atelier des sorciers, mais avec des recettes de cuisine et des planches plutôt tranches de vie, où voilà, on a des petites anecdotes autour de certaines recettes de cuisine. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ce sont justement des recettes de cuisine assez originales. Ce sont de base pas très compliquées pour certaines. Il y en a qui demandent un petit peu plus de préparation. J'ai pas eu l'occasion d'en faire, mais j'en ai retenu 2-3 dans ce tome-ci, des recettes qui m'intéressaient plutôt pas mal. Donc voilà, si vous aimez bien l'atelier des sorciers, de retrouver les personnages du coup dans ces petites planches tranches de vie, c'est toujours sympa, voilà, de les voir en dehors de toute l'atmosphère aventure et parfois du coup assez sombre qu'il y a dans l'atelier des sorciers, que j'aime beaucoup. Là vraiment c'est sans prise de tête, et c'est des petites recettes de cuisine toutes sympathiques. Ensuite, dans le menu Disney, pour la catégorie Rat des villes ou Rat des champs, j'ai ajouté Le miroir de la nuit, dont j'ai déjà fait une vidéo chronique que je vous mettrai dans le petit là ou là. Et du coup, vous pouvez voir ma chronique que j'avais postée, c'était un service presse. Et j'avais fait une vidéo spéciale là-dessus, donc j'en ai déjà pas mal parlé, et je vous renvoie du coup à cette vidéo si vous voulez voir mon avis sur ce one-shot fantastique qui parle de vampires, entre autres. J'ai lu Le livre des terres bannies, le premier tome. C'est une saga fantasy, ça a été vraiment mon plus gros coup de cœur du mois.
que j'avais mis dans le menu série. Donc le menu série, la thématique c'était Game of Thrones, et il y avait une catégorie La Main du Roi pour tout ce qui était thématique intrigue de cour, tout ça. Et j'ai énormément aimé le livre d'Eterveni, enfin en tout cas découvrir cet univers-ci. Donc le premier tome s'appelle Malice. C'est vraiment mon plus gros coup de cœur du mois, et je me suis fait violence pour ne pas me ruer sur le tome 2, parce que vraiment à la fin du tome 1 j'avais juste une envie, c'était de retrouver les personnages, de voir comment ils allaient évoluer, de retrouver cet univers. Ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est qu'on est dans un entre-deux de fantasy un petit peu complexe mais aussi très classique dans sa manière de fonctionner. On est vraiment dans le basique de prophétie avec Élu, où en fait on rejoint la mythologie de cet univers-ci, ce qui a constitué ce qu'on pense être du coup la base de cet univers, où deux dieux se sont fait la guerre. Il y a un bon dieu du coup qui lui inspire la gentillesse, et un mauvais dieu qui lui inspire la cruauté. Et du coup, il a tellement énervé le bon Dieu que le bon Dieu, sans s'en rendre compte, a lancé une grande guerre. Et quand il s'est rendu compte du massacre qui a eu lieu à cause de lui, il a fui tout simplement, et plus personne n'a jamais entendu parler de lui. Et à partir de ça, il y a une prophétie qui arrive du coup au moment enfin, quand on découvre le premier tome. Il y a une prophétie qui arrive qui dit que deux élus ont été choisis par cette prophétie. Le seul truc, c'est que donc il y a un élu pour le gentil dieu et un élu pour le méchant dieu. J'ai plus j'ai toujours pas la mémoire des noms, donc voilà, c'est gentil dieu d'un côté, mauvais dieu de l'autre. Et le seul truc, c'est que personne ne sait qui sont ces deux élus, et les deux élus eux-mêmes ne savent pas qui sont les élus. Donc c'est tout le monde doit chercher à les trouver. Alors honnêtement, l'auteur nous met parfois sur des fausses pistes. Moi honnêtement, j'ai 3 candidats qui pourraient être l'élu du bon Dieu, et j'en ai 2 qui pourraient être l'élu du mauvais Dieu dans la tête. Donc voilà, c'est vraiment plein de théories, et nous en tant que lecteurs, du coup on participe aussi à l'intrigue avec les personnages, puisque on essaye aussi de trouver qui sont les élus. Il y en a un honnêtement qui est évident, donc c'est les deux autres que j'ai en tête, c'est vraiment à la base de théories, si jamais l'auteur veut encore nous mener sur une fausse piste. Mais vraiment j'ai adoré suivre l'évolution des personnages. Il y a surtout 2 personnages que j'ai énormément aimé suivre, c'est Véridis, et j'ai oublié le nom de l'autre, donc le prince de ce monde, le prince héritier. J'ai énormément aimé suivre ce duo que je n'ai pas pu m'empêcher de shipper ensemble. Et surtout, quand je vous parlais de retournement de situation, j'aime beaucoup la manière dont le prince évolue dans ce premier tome. Parce que oui, rien que dans le premier tome, les personnages évoluent beaucoup par rapport au début du livre et à la fin du premier tome. Ils évoluent pas mal. Et j'avais beaucoup aimé la manière dont était écrit le prince. Et dans ma tête, j'en viens vraiment à me demander, est-ce qu'il est conscient de la manière dont il agit, et du coup des saccages qu'il peut faire, enfin des mauvais choix qu'il peut faire par rapport à cette prophétie dont il a un lien très important. Du coup, comme c'est le prince héritier, du coup il peut pas passer à côté de cette prophétie qui est l'avenir du coup de son monde. C'est comme si en fait il y avait un roi, un peu comme dans mon univers de Florianza, en fait, un roi qui règne sur tous les autres rois de tous les autres royaumes, et après c'est plein de petites familles royales qui gèrent leur royaume. Et du coup, plusieurs fois dans ma tête, je me suis dit, est-ce qu'il est conscient de la manière dont il agit par rapport à la façon dont il s'adresse à ceux qui pourraient potentiellement être ses alliés, ou est-ce que, ou pas en fait, ou est-ce que du coup il y a quelqu'un qui le contrôle. En fait, nous en tant que lecteurs, eux ne le savent pas en tant que personnage, mais nous en tant que lecteurs, on voit de suite que chaque personnage est contrôlé par rapport à cette prophétie pour les amener là où veulent les dieux, enfin là où les dieux veulent qu'ils soient. J'aime beaucoup la manière dont Véridis évolue aussi, et dont leur relation eux deux évolue.
L'autre élu, c'est plus un personnage classique qu'on a vraiment l'habitude de voir. Enfin, ils le sont un petit peu tous, mais lui, c'est vraiment un petit peu le cliché où on sait que c'est le personnage qui est amené à plus évoluer que les autres. Et c'est vraiment plein de personnages, on est vraiment sur un roman choral. Donc on suit plusieurs points de vue, plusieurs intrigues. Au début, je tiens à préciser, on est quand même vraiment dans le flou. Dans les premiers chapitres, on voit pas trop l'auteur veut en venir. On a plein de points de vue différents, plein de petits bouts d'intrigue qui pointent leur nez à droite à gauche. Et du coup, on est un petit peu perdu au début du roman, faut tenir. Moi, j'ai mis du temps pour le terminer, mais j'étais tellement à fond dedans que je voulais absolument le terminer. Et comme je vous le disais, pouvoir enchaîner avec le tome 2, je me suis fait vraiment violence pour ne pas enchaîner, sachant que j'avais quand même pas mal de livres à lire pour le mois de mars. Mais vraiment, dès le mois d'avril, là, ou mois de mai, je sais pas. Dès que j'ai du temps, je me rue sur le tome 2 et peut-être même j'enchaîne avec tous les tomes qui sont sortis pour le moment. Parce que c'est vraiment une saga de fantasy que je vous conseille absolument. Ensuite, on a du coup le livre d'Éternel, c'est fait. Le peuple des minuscules que j'ai enfin lu, que j'ai mis dans la catégorie Dracarys, toujours dans le menu série. Et là, Dracarys c'était créature, magie, tout ça. 12 ou 13 ans qu'il dormait dans mes bibliothèques et qu'il attendait que je le sorte pour le lire enfin. Et du coup, c'est un roman jeunesse et je me dis que je l'aurais encore plus apprécié si vraiment je l'avais sorti de ma bibliothèque à l'époque où je l'avais acheté, parce que je ne suis pas du tout la cible du peuple des minuscules. C'est vraiment un jeunesse pour les, je dirais, pour les 10-11 ans, 11-12 ans et 10 ans si vraiment c'est un enfant qui lit beaucoup. On est vraiment dans la même thématique de tout ce qui est Fablehaven, les chroniques de Spiderwick, avec des enfants qui sont mêlés à des intrigues de magie, où ils doivent essayer de sauver des créatures magiques. On est vraiment dans cette même lignée-là, en fait, de romans jeunesse. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est comme... alors, je fais le lien, mais parce qu'ils en parlent. Dans La chasseuse et l'alchimiste, il y a une grosse place de la famille. Et là aussi, il y a une grosse place accordée aux relations familiales. C'est vraiment ça que j'ai beaucoup apprécié. On suit en fait une jeune fille qui, pour les vacances d'été, n'a pas d'autre choix que d'habiter, de rejoindre la maison de campagne avec de son oncle. Et elle a toujours vécu dans le luxe, en ville. Du coup, c'est vraiment deux ambiances très différentes. Et elle a toujours entendu sa mère dire de mauvaises choses sur son oncle, qui n'avait pas très bonne réputation, tout ça. Et en fait, en rencontrant son oncle, elle va découvrir une toute autre manière de vivre. Et j'aime énormément cette relation entre cet oncle et cette nièce. Bon, ok, l'oncle lui accorde quand même pas mal de liberté par rapport à son âge. Je sais plus, je crois qu'elle a 12 ans, je crois. Et elle a quand même beaucoup de liberté, même dans une forêt, en sachant que la forêt est plutôt considérée comme une dangereuse par rapport aux habitants de cette région-là. Et son oncle ne lui dit pas grand chose quand il l'apprend en fait. C'est à peine s'il lui dit que bah, fais attention, c'est dangereux et voilà quoi. Et elle du coup elle va découvrir dans cette forêt un petit peuple et en fait elle va être mêlée à plus ou moins à leurs affaires, à plusieurs intrigues autour de ce petit peuple. C'est vraiment des petits êtres minuscules. Et sur le coup, leur première rencontre va pas très bien se passer et du coup, c'est pour ça que va s'enchaîner plein de problématiques avec eux qu'elle va devoir apprendre à gérer malgré son âge. Donc voilà, comme je le disais, on est vraiment dans la lignée des Fablehaven et des chroniques de Spiderwick avec tout un bestiaire, enfin tout un bestiaire, du coup c'est vraiment le petit peuple qu'elle doit sauver. Il y a un côté message écologique aussi. Le roman est sorti pendant les années 2000 et ça se voit. Il y a quand même plein de tropes et de clichés
qu'on utilisait, enfin que les auteurs utilisaient beaucoup dans les années 2000 et qui sont très faciles à deviner. C'est pour ça que je disais que je suis vraiment pas la cible, et que ça se ressent dans ce roman, mais il y a quand même des passages assez sombres, assez compliqués. Enfin, sombres dans le sens où la jeune fille doit parfois faire des choix qui ne sont pas évidents. L'auteur apprécie son univers et qui ne prend pas son lectorat pour des imbéciles sous prétexte que c'est de la littérature jeunesse. Il fait en sorte que son héroïne doit parfois prendre des décisions pas évidentes et fait face aussi des fois à des choix voilà, pas, enfin, assez Cornelia et à des scènes assez difficiles pour elle à gérer. Ensuite, j'ai lu Une vie en chantier de Pete Fromm que j'ai mis, du coup, rajouté dans ma pile à lire dans le menu Disney pour une grande colonie. Voilà, c'était tout ce qui était famille, fan family, sororité, tout ça. Et que j'avais mis surtout dans mes deux challenges saisonniers pour le côté nature watting. C'est le premier Pete Fromm que je lis. Et qu'est-ce que j'ai bien fait de choisir celui-ci. En fait, j'ai une collègue bibliothécaire qui me disait que elle avait lu plusieurs Pete Fromm et que celui-ci était possiblement son préféré. Et en fait, j'ai adoré. Je suis trop contente de découvrir enfin La Plume de Pete Fromm. C'est un auteur que j'en entends parler depuis des années et c'était surtout sur la chaîne de Picty Bookin qui en parlait assez souvent. Et voilà, je suis trop contente d'avoir enfin découvert La Plume de cet auteur. En gros, on suit un père de famille qui perd sa femme pendant son accouchement. Et donc, il va se retrouver seul à élever son enfant, sa fille, malgré le fait qu'il va être très entouré par sa belle-mère, son meilleur ami et quelques-uns de ses amis aussi. Il va s'enfermer quand même dans une bulle solitaire où il sera juste avec sa fille et dans son atelier où il travaille, je crois, en tant que menuisier. Il construit beaucoup de choses. Et on est dans le Montana, c'est pour ça que je parle de nature watting, parce qu'on est dans le Montana. Et vraiment, c'est rempli de bons sentiments, c'est pas de clichés avec des quiproquos à droite à gauche, c'est vraiment des personnages qui essayent d'avancer malgré les difficultés. Il y a vraiment, j'ai adoré Rudy, le meilleur ami de Thèse, qui est le meilleur ami que tout le monde rêverait d'avoir en fait, qui nous soutient émotionnellement, qui fait du mieux qu'il ne peut. Alors ok, parfois il fait des choses assez rentre-dedans pour que son meilleur ami puisse sortir de sa bulle, et il n'y a pas d'autre... il sait pas comment faire pour le sortir de là, donc voilà, des fois il pousse certaines choses malgré lui. Mais voilà, il a de bonnes raisons pour faire ça et c'est vraiment un meilleur ami que j'ai adoré découvrir. Il y a aussi du coup la babysitter que va engager Thèse pour s'occuper de sa fille au moment où il va se rendre compte que il ne pourra pas combiner travail et élever sa fille tout seul. Il va être obligé de demander de l'aide, même s'il a plusieurs fois refusé l'aide de Rudy et de sa belle-mère, avec qui au début on sent qu'il y a quelques complications de relation, mais cette belle-mère elle est aussi tout aussi adorable finalement. Et voilà, c'est vraiment, ça rentre typiquement dans le thème famille, du coup avec ce père de famille qui essaie de faire son mieux, et fond de famille, parce qu'il peut vraiment compter sur son meilleur ami et ses amis, et on voit justement la place que prend ses amis et Rudy dans sa famille en fait. En plus avec Laurine, du coup sa belle-mère qui est très présente par rapport à ses parents qui habitent très loin et qui n'ont encore jamais rencontré leur petite fille, sans que derrière il y a pas mal de complications familiales avec ses parents. Mais c'est vraiment un roman que je peux que vous conseiller de lire, parce que moi je l'ai lu en 3 heures. Honnêtement, je n'ai pas lâché mon roman en 3 heures. En fait, c'est très page-turner d'un côté. C'est pas page-turner comme on peut le dire dans une fantasy ou dans un policier avec plein de rebondissements. C'est juste page-turner parce que
on a envie de voir comment les personnages vont réussir à se sortir de certaines situations financières, problèmes familiaux, tout ça. Est-ce que finalement Tess va déménager ou pas de la maison il a tout construit lui-même dans cette maison. C'était vraiment censé être la maison où il allait vivre avec Marnie, donc sa femme qui est décédée. Et il va être tellement traumatisé par sa perte qu'il était vraiment très amoureux. Il va être tellement traumatisé par sa perte que dans sa tête, Marnie lui parle en fait. Et elle lui parle, elle lui dit ce qu'il va faire, elle lui dit vas-y lève-toi, t'as Mitch qui est en train de pleurer, donc Mitch c'est le nom de leur fille qui est en train de pleurer, qui a besoin de toi, et c'est la voix de Marnie en fait dans sa tête qui va le faire avancer dans un premier temps, et enfin dans un premier temps pendant tout le long du roman, et il va avoir beaucoup de mal à s'en défaire en fait. Donc c'est vraiment un roman, mais que je vous encourage de lire, même si c'est contemporain, même si vous lisez plutôt du fantastique ou du policier ou des romans de genre. J'ai tellement aimé, je ne pouvais pas vraiment faire... Enfin, à aucun moment je pouvais fermer mon roman, quoi. Je voulais découvrir la fin, en 3 heures je l'ai lu. Et c'était tellement bien que j'ai qu'une seule hâte, c'est d'en lire d'autres en fait de Pete Fromm. D'ailleurs, si vous en avez à me conseiller en commentaire, n'hésitez pas parce que vraiment ce roman-ci m'a totalement chamboulé. C'est le terme. Et pour lui pour le coup, même si on était dans une espèce de petite boule cosy comme dans la librairie de Morizaki, les sentiments des personnages sont tellement bien décrits et les personnages sont tellement attachants que lui pour le coup, je sais que je vais m'en rappeler encore très longtemps de ce roman-ci, et peut-être même qu'il sera dans mon top 10 des meilleures lectures de l'année, tellement je l'ai adoré. Et enfin, la dernière lecture que j'ai faite ce mois-ci et que j'ai mis dans le menu jeu de société, dont j'ai pareil zappé le nom du jeu que je vous mets juste ici, dans la catégorie compagnie d'aventuriers, c'est Semeuse de rêve. À la base, je l'avais mis dans le menu Disney, mais finalement, j'ai changé de place pour pouvoir avoir 8 points, du coup, et avoir, je crois, le badge chat, c'était ça, quand on avait 8 points. Et du coup, Semeuse de rêve, j'ai beaucoup aimé de très loin, c'est mon plus gros coup de cœur de tout ce que j'ai lu aux éditions Plume Blanche, donc c'est le 4e roman que je lis des éditions Plume Blanche, et j'ai absolument adoré. Alors là aussi c'est très page turner, mais évidemment ça n'a rien à voir avec le côté page turner que je disais pour Une vie en chantier. Et c'est page turner parce qu'en fait on est tout le temps dans l'action. J'ai adoré la plume de l'auteur qui est très fluide, qui se lit vraiment tout seul. C'est très bien écrit. J'ai été quand même un petit peu frustrée parce que c'est un one-shot de fantasy et pour le coup, il y a certaines choses que j'aurais aimé voir davantage dans un 2e tome, voire même dans une trilogie, développées, notamment dans les relations des personnages et dans les caractères des personnages. Certains personnages secondaires sont assez en relief, enfin en surface quoi. Il y a des choses qu'on ne développe pas vraiment dans ce livre-ci. En fait, on est dans un univers de fantasy avec plusieurs royaumes où on se concentre sur 2 royaumes principalement, et un principalement aussi, qui est réputé pour être dans cet univers de fantasy vraiment considéré comme le paradis, le royaume où tout le monde rêve d'aller parce que tout est beau dans ce royaume-ci, les habitants n'ont aucun problème d'intempéries, ils sont pas... C'est le royaume parfait où vivre, quoi. Ils n'ont jamais connu de difficultés. Et en fait, il est régi par ce qu'on appelle une matrice. Et quand la reine apprend que la matrice actuelle est en train de se briser, est en train de s'affaiblir, elle demande à ses soldats et au chevalier Sohan notamment de trouver une nouvelle matrice pour la remplacer. Et sur le coup, tout le monde, même moi, pensons que la matrice en question c'est un objet. En fait, non, c'est une personne. Et en allant dans le royaume voisin, voir une sorcière sous la demande de la reine pour lui demander de les aider à trouver cette matrice, ils vont rencontrer Freya,
qui est une jeune fille qui a un don très particulier, celui enfin pas matérialiser, mais de voir ses rêves en fait, de faire rêver les autres à travers juste ses pensées finalement. Et cette jeune fille va être désignée par la sorcière comme étant la nouvelle matrice, et elle va même dire les matrices en désignant Sohan comme étant aussi une autre matrice. Et je vous laisse découvrir la suite parce que sinon je vais tout vous raconter. Et vraiment j'ai adoré découvrir les deux points de vue. Donc en fait l'intrigue alterne entre les points de vue de Sohan et de Freya. Et j'ai vraiment beaucoup aimé suivre ces deux personnages, découvrir cet univers qui est en soi assez original. J'ai bien aimé ce qu'on apprend de cet univers-ci. Et à la limite de ce qu'on en sait, ça peut être suffisant pour moi, même si du coup il y a quelques royaumes cités où ils sont juste cités et on peut être frustré de ne rien voir d'autre de ces royaumes-ci. Tout comme je le disais tout à l'heure, on peut être frustré de ne pas voir plus les personnages secondaires, notamment les frères et sœurs de Sohan qui font tout pour essayer de sauver leur frère à cause d'une situation que je ne peux pas développer sans vous spoiler, et qui vont tomber sur Freya, et, ou Freya, je sais pas trop comment on prononce son nom. Et j'aurais bien aimé voilà, en voir plus sur ses frères et sœurs qui sont attachants pour le peu qu'on sait d'eux, mais il y a des choses où on sent que ça aurait pu aller encore plus loin, notamment sur l'histoire de son père et pourquoi il s'est séparé si facilement de sa femme. Et voilà, c'est plein de choses comme ça que j'aurais aimé voir encore plus abouties, mais honnêtement j'ai passé un très bon moment de lecture. Et je vous propose de passer aux séries du coup que j'ai vues. Est-ce que je vous donne quand même un top 3 de lecture? Oui, je vais vous donner un top 3 de lecture. Du coup, ma troisième lecture c'est préférée, c'est Semeuse de rêve. Ma deuxième lecture préférée de ce top 3 c'est le livre d'Eterbani tome 1. Et bien sûr mon plus gros coup de cœur c'est Une vie en chantier de Pete Fromm. Et du coup passons en série. Donc là il y en a 3 séries, donc j'ai surtout fait continuer des visionnages de séries. J'ai commencé le mois avec City of Stars, qui est un BL thaïlandais, oui, thaïlandais, où un jeune homme travaille au sein d'un réseau social qui est très populaire en Thaïlande, puisque dans ce réseau social est banni tous les commentaires néfaste, négatif. En fait, il n'y a que du positif sur ce réseau social, et dès qu'il y a un message d'insulte ou négatif sur une personne, il est tout simplement supprimé. Et en Thaïlande, une grande star qui fait polémique en ce moment vient de s'inscrire, et forcément ça va poser un petit peu problème par rapport au fait que les utilisateurs vont forcément trouver des combines pour dire du mal de cette célébrité-ci, et du coup ce jeune homme est contraint de rentrer en Thaïlande pour en découvrir plus et savoir quel mot-clé censurer sur ce réseau social pour limiter tout ça. Et ça c'est vraiment juste le contexte de départ, puisque après son boulot sur le réseau social, et même le réseau social et tout les problèmes qu'il aurait pu engendrer, on n'en parle plus dans la série. Voilà, on se concentre vraiment sur la relation de ce jeune homme et de cette célébrité qui vont se rencontrer, puisque bien sûr cette célébrité est voisin des parents de ce jeune homme. Et ça va être comme ça tout le long, puisque je n'ai toujours pas la mémoire des prénoms. En soi, ce qui me fait vraiment rester jusqu'à maintenant, j'en suis à l'épisode 7, et ce qui me fait vraiment rester jusqu'à maintenant, c'est juste la relation, l'alchimie du couple principal, et une alchimie qui est aussi entre le garçon qui travaille sur le réseau social et ses amis, puisque tout le reste, c'est vraiment une intrigue bateau de tout ce qui est de plus classique dans un BL. En fait, c'est vraiment pas quelque chose de révolutionnaire, et moi du coup c'est vraiment juste la relation entre le couple principal et la chimie qu'il y a entre eux qui me fait rester. Ensuite j'ai enchaîné avec Elite, que je n'avais encore jamais vu. Et en fait, pourquoi j'ai commencé Elite sur un coup de tête, c'est parce que je regardais l'interview de Pierre Garnier sur Click,
où il y avait une question qui lui était posée avec quelle célébrité il pourrait sortir, et il avait répondu le nom d'une actrice que je ne connaissais absolument pas, et en faisant mes petites recherches, j'ai vu que c'était une actrice de Élite. Et puis c'est vrai que je m'étais dit, c'est quand même une série qui a fait beaucoup parler d'elle, et qui a eu un gros buzz autour de cette série, et je me suis dit pourquoi pas la lancer, et c'est comme ça que je l'ai lancée vraiment sur un coup de tête, et c'était pas prévu, et du coup j'ai bingé les épisodes jusqu'au premier épisode de la saison 3. Je n'ai pas encore vu la suite, et j'ai adoré découvrir tous ces personnages. Alors sur le coup, c'est vrai que la langue espagnole, j'y suis pas habituée, mais voilà, c'est très vite passé. Je me suis très vite faite à la langue espagnole, que je regarde du coup sur Netflix. Et j'ai beaucoup aimé découvrir les personnages. C'est un jeu d'acteur, moi qui suis très habituée du coup au drama maintenant. J'ai pas l'habitude de voir autant de scènes olé olé dans les séries, et de voir autant de choses osées dans les séries. Donc sur le coup, j'étais un peu, j'y allais un petit peu à reculons finalement pour avancer dans les épisodes. Mais finalement, je me suis plutôt attachée au personnage. Alors, c'est très stéréotypé, je suis d'accord, c'est très cliché. Même moi qui ai fait mes études dans le lycée qui était considéré comme le pire lycée de Grenoble, et ma classe était considérée comme la pire classe du pire lycée du coup de Grenoble, je n'ai jamais vu autant de problématiques comme c'est dans la série, quoi. Et pourtant, on avait des problèmes toutes les semaines, pour ne pas dire tous les jours, sur la sécurité, le fait que certains saccageaient des murs, des lieux, tout ça. Bref, voilà, je n'ai jamais vu autant de problématiques, alors que j'étais quand même dans un lycée pas très réputé, qui avait même zéro réputation. À aucun moment on peut avoir autant de problèmes dans un lycée, quoi. Autant de choses interdites qu'ils font sous prétexte qu'ils sont juste riches. Ça paraît impossible. Ou alors c'est juste moi qui vois pas aussi loin dans ma tête. Mais voilà, on sent que c'est vraiment tout scénarisé, et qu'à aucun moment ça pourrait vraiment se produire en vrai, quoi. Voilà, il y a des choses qui me dérangent pas mal, mais il y a aussi des choses que j'aime énormément. Notamment, je sais pas pourquoi, je me suis mise à shipper Samuel et Guzman ensemble, alors qu'en fait, ils n'ont pas énormément de temps ensemble à l'écran, en tout cas de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Et du coup, pourquoi je les ship ensemble? Aucune idée. Je sais que voilà, c'est pas une série qui me marquera énormément. Les épisodes de Ghost Doctor, qui est une série médicale fantastique coréenne, et j'ai surtout adoré retrouver Ren dans ce drama, qui tient un personnage que j'adore, qui est très ambitieux, et il va se retrouver en fait dans un accident et dans le coma entre la vie et la mort, et se retrouver en tant que fantôme, et il va prendre possession d'un jeune interne avec qui il a des conflits, puisque ce sont vraiment les deux opposés en termes de savoir-faire, de communication, de plein de choses en fait, et du coup il va se retrouver de temps en temps à prendre possession de son corps pour faire ce qu'il veut faire, et l'aider à accomplir les opérations qu'il ne peut pas faire. Donc j'ai adoré la comédie, le trait d'humour, mais en même temps aussi le sérieux. Il y a un très juste milieu entre les deux. J'aime bien sûr énormément l'alchimie de ce duo principal. C'est eux deux qui portent le drama, tout simplement, hein. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé ce drama, et franchement je passe un très très bon moment. J'ai très hâte de continuer la série. Ensuite, j'ai commencé, et là aussi, énorme coup de cœur de ce mois, Ukno. C'est une série thaïlandaise, un boss love thaïlandais. J'en suis à l'épisode 7, donc je suis clairement à jour. Dès qu'il y a un épisode qui sort, je le regarde, et du coup je suis frustrée de devoir attendre une semaine pour voir la suite. À la base, j'étais vraiment pas partant pour le regarder, puisque on est sur le trope de un grand frère qui aide beaucoup son jeune frère adoptif,
et qui, parce qu'ils n'ont pas de lien de sang, même s'ils ont été élevés ensemble, mais s'ils ont vécu une grosse partie de leur vie ensemble, ils vont tomber amoureux. Enfin, il y en a un des deux qui va tomber amoureux de l'autre. Et moi, ça m'a fait tout de suite penser du coup au plot de Kill Me avec le frère qui tombe amoureux de la sœur juste parce qu'ils n'ont aucun lien de sang, alors qu'ils ont été élevés toute leur vie ensemble. Et j'ai beaucoup de mal avec ça, aussi bien du coup pour les séries hétéro que Boys Love, que Girls Love, ce que vous voulez. C'est un trope avec lequel j'ai beaucoup de mal. Mais non, Note, c'est très bien écrit. Et finalement, c'est pas juste le fait qu'il soit considéré comme un frère adoptif ou un fils adoptif parce que bah, il est littéralement élevé, du coup, enfin, par Kian. Donc là, je me rappelle des prénoms. Là, je me rappelle des prénoms parce que c'est vraiment un coup de cœur. Et donc, Kian, qui est le grand frère qui élève Yann, et du coup, on sent que c'est juste il l'aide beaucoup en fait. Et c'est parce qu'il l'aide beaucoup que petit à petit, Yann va découvrir qu'il a des sentiments pour les garçons et notamment qu'il aime son grand frère et il va pas du tout savoir comment le gérer. Et du coup, c'est plutôt que de le voir comme un frère, enfin un amour entre deux frères adoptifs, pour moi c'est quelqu'un qui aide beaucoup une autre personne et du coup cette autre personne se sent très redevable envers l'autre et de fil en aiguille il va développer des sentiments pour lui en fait. Moi je le vois comme ça et du coup j'aime énormément l'évolution de leur relation, c'est vraiment ma série coup de cœur du moment. Rien à voir avec la dernière série que j'ai vue ce mois-ci, Once Again, qui est un boys love coréen que je n'avais jamais entendu parler et je suis tombée dessus par hasard en cherchant quoi regarder sur Wiki. Et vraiment, tout ça pour ça, en fait, j'ai envie de dire, c'est un jeune homme qui est traumatisé par un sauvetage qu'il a vécu quand il était enfant, où un universitaire, un étudiant, l'a sauvé et est mort du coup à sa place. Et cet acte en fait l'a toujours traumatisé et il va remonter dans le temps à l'époque où cet étudiant était encore étudiant et lui était qu'un gamin et il va décider du coup d'emménager dans la chambre à côté pour l'aider et éviter ce meurtre finalement, le fait que l'étudiant soit mort à cause de lui et il va tout faire voilà, pour éviter cette tragédie. C'est vraiment une série où tout le long on se dit bon bah il va réussir à le sauver et puis ils vont tomber amoureux et ils vivront finalement ensemble, ils vont se retrouver des années après et ils vont finalement vivre ensemble leur histoire d'amour. Et en fait pas du tout, pas du tout, je vais pas vous spoiler mais c'est une boucle temporelle du coup qui se forme à la fin de la série et finalement c'est il n'y a pas grand chose finalement. Il n'y a pas grand chose, donc voilà, très pas déçu parce que j'en attendais rien en soi, mais voilà, c'est vraiment un truc qui casse pas trois pattes à un canard et que j'ai très vite oublié. Donc voilà, si je vous donne là aussi un top 3 de mes séries préférées, en numéro 1, enfin en numéro 3, il y a Elite. Du coup, en numéro 2, il y a Ukno. Et non, en numéro 2, il y a Ghost Doctor. Et en numéro 1, il y a Ukno, qui est du coup mon plus gros coup de cœur du mois. Donc si je reprends tout, mon plus gros coup de cœur de lecture, c'est Une vie en chantier. Mon plus gros coup de cœur en série, c'est Ukno. Vous, dites-moi en commentaire ce que vous avez vu et lu ce mois-ci. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures.